reste sur des planifications qui doivent correspondre à des quarters, parce que tu vas avoir des engagements budgétaires, des revues budgétaires. La plupart des entreprises, elles font un budget en septembre, elles le valident décembre, janvier. En avril, il y a une première révision, et en septembre, octobre, l'atterrissage. Tu es quand même sur des rythmes, faut dire, qu'est-ce que j'ai engagé, qu'est-ce que je vais encore engager, ou qu'est-ce que je vais supprimer, parce qu'on avait prévu de faire tel ou tel projet, et finalement, c'est plus ce plan-là qu'on va exécuter, et déjà au mois d'avril-mai, on n'a pas commencé ce projet. Mais tu vois, ça nécessite vraiment d'être aligné business. Les DSI, souvent, sont très orientés techniques, et sur leurs problématiques, sur leur propre rythme, et on oublie qu'on est une fonction support importante de l'entreprise, et de plus en plus importante. Soit tu donnes plus satisfaction aux gens, donc tu fais pas d'amélioration, et tu continues à faire que du build. Ça ne peut pas se passer comme ça dans la vraie vie. Donc, à un moment donné, tes équipes, elles sont de plus en plus embolisées par le passé. Elles passent de plus en plus de temps à corriger ou à faire évoluer ce qu'elles ont déjà fait, plutôt d'amener une nouvelle fonctionnalité. C'est là où ça se crispe aussi souvent avec le métier, et c'est aussi là où il faut bien gérer le temps en se disant, il y a peut-être des sprints où on va faire que de la petite amélioration et de la correction. Il n'y a pas un système qui est parfait. Une fois que tu as fixé un cadre, tu peux dire, ça, il faut le changer, il y a ça qui ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui, quand même, tout ça est assez balisé. Et après, il faut des outils. Bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez là pour écouter la prochaine saison du podcast Révolution. Donc vous le savez, on adore geeker pour essayer de comprendre les problématiques sur l'organisation projet, produit, et ça depuis le début. On a découvert dans les 10 derniers mois des personnes qui nous ont fait réfléchir sur la logique trimestrielle et l'impact que cela avait dans la relation de l'IT avec le business. Ce qu'on appelle aujourd'hui le PI planning, le quarter plan. On a pu aujourd'hui choisir, sélectionner, trouver, merci à eux, plusieurs personnes qui sont venues faire des rex et des retours d'expérience sur cette logique trimestrielle. Des personnes qui ont mis en place ça en mode PI planning, du safe, des gens qui ont cherché à comprendre comment créer cette relation trimestrielle avec un business qui fonctionne au quarter, et d'autres qui en sont sortis, qui sont allés sur des logiques lean. J'espère que vous trouverez dans ces échanges des clés pour réussir à transformer votre organisation et à créer vraiment cette IT business partner que tout le monde veut depuis 2010, mais qui reste encore aujourd'hui difficile. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis super content d'être avec Didier. Didier, bon, je le connais depuis longtemps, moi je dis qu'il est connu comme le loup blanc, mais il va se présenter. Mais Didier, il est top parce que il a une très très belle carrière et il a vraiment pris du recul sur tout ce qu'il a fait. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, donc j'espère que l'épisode vous apportera de la valeur. Et donc du coup, on va parler bien sûr quarter plan parce que c'est la saison, mais avant ça, Didier, je te laisse te présenter à nos amis auditeurs. Bonjour Bertrand et bonjour à tous. Donc oui, Didier Fleury. Alors j'ai plusieurs façons de me présenter, tu le sais. Alors je vais te faire celle qui me fait marrer. J'ai 182 trimestres, donc ça fait quelques années que je travaille. Et je suis manager de transition depuis 2008. Là, je suis plutôt en train de, pas d'arrêter, mais de passer plutôt sur une activité plus conseil que manager de transition, donc moins dans l'opérationnel pur et dur. J'ai 3 enfants, 4 petits-enfants, et la vie est plutôt belle. Et tout ce que vous voulez savoir est dans LinkedIn. Tout ce qui est avouable, je l'ai posé dans LinkedIn. Tout le reste reste secret. C'est vrai que tu publies pas mal et avec un ton qui t'est à toi et c'est intéressant, enfin, c'est cool. Didier, il est à suivre si vous voulez un peu prendre du recul avec des fois, moi je dirais légèreté, parce que c'est loin du côté un peu des fois doctriné à LinkedIn, mais bon, Le, passons. le- le poste Euh, d'aujourd'hui, c'est où on va se garer. Je vous laisse le découvrir. Didier, alors du coup Didier, c'est rigolo parce que tu m'avais parlé de la dynamique quarter plan et du trimestre, etc. Il y a longtemps, hein, je veux dire, Hmm. il y a plus de 2-3 ans. Ça a mis du temps à infuser chez moi, je suis un peu long. Du coup, quand je suis revenu te voir en disant, regarde le quarter plan avec ça, tu m'as dit, ouais, non, mais ça, je t'en avais parlé il y a 2-3 ans, je me suis senti un peu couillon, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, on va à la vitesse où notre cerveau connecte. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, tu as une vision en fait on va dire, d'un dénominateur commun d'un peu des routes causes qui amènent cette problématique-là. Et toi, tu te dis, bah, en fait, si on ne gère pas le temps, on le subit. C'est un peu ce que tu m'as dit. Hmm. Et j'aimerais bien qu'on creuse ce sujet-là. Toi, comment tu vois cette temporalité dans l'organisation par rapport, bien sûr, à ce métier IT que tu as owné pendant tous ces nombreux trimestres? J'ai largement écumé. Le problème de fond des DSI que j'ai pu rencontrer, je ne parle pas des humains, je parle vraiment des organisations,
c'est qu'elles sont rarement alignées sur le temps de l'entreprise. Et par exemple, les activités agiles ou de build sont souvent sur des sprints de 2, 3 semaines, et avec des rythmes qui s'arrêtent jamais. Ça s'enchaîne, mais il y a pas forcément une visibilité très, très profonde. Pour ceux qui ont fait du CEF, alors eux, ils sont rentrés dans un espèce de quarter plan, mais qui ressemble enfin, où ils font 2, 3 jours, où ils réunissent tout le monde. Ça coûte une blinde quand tu as une grosse organisation, parce que tu réunis 100, 150 personnes pour faire la priorisation des prochains sprints. Tout le monde l'oublie très vite. Et surtout, quand on donne des comptes ou qu'on demande des comptes à la DSI, ils sont pas sur le rythme de la boîte. Au mieux sur le budget, mais sinon sur l'activité, ils sont pas dedans. Alors qu'une boîte, ça bosse, enfin les directions commerciales, on va prendre celle-là, elles bossent au mois, au trimestre, au semestre, à l'année, quoi. Et souvent sur l'exercice fiscal de l'entreprise, quand même. Et les DSI sont, Ok. ouais, sont pas dans ces organisations. Donc pas Alors dans quand tu cette dis qu'ils sont temporalité. pas, parce que là, t'as dit plein de choses, tu as dit mois, trimestre, annuel. Bon, le DSI, annuellement, il y est par rapport au budget. Et Ouais. ensuite, tu disais trimestriellement, dans la partie safe, donc tu parlais avec un peu une critique sur le fait que bah, ça peut être appliqué à la mode safe, ça peut être très lourd Un et peu coûteux, lourd. on va dire ça Mmh. comme ça. Mais bon, j'imagine que tu as trouvé des petits hacks Bah, pour que ça le soit même, parce que... Vas-y, bah vas-y. oui, parce qu'il y a la théorie, hein, on dit toujours en théorie ça fonctionne, mais toi je sais pas, mais moi je sais pas où est ce pays théorie. Donc j'ai jamais trouvé, donc ça ne marche jamais comme c'est écrit dans les livres. Et ça, c'est la vraie difficulté. Donc, moi, je me suis heurté, enfin, soit à quelques ayatollahs agiles, c'est-à-dire quand tu leur expliques des sprints toutes les 2 semaines qui s'enchaînent sans repos, sans prise de recul, c'est peut-être pas très, très bon. Alors, ça peut être très bien en mode produit au départ. Enfin, tu vois, quand tu démarres vraiment quelque chose, tu pars de zéro. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais il y a assez peu d'endroits où tout, tout ton SI n'est pas bâti autour de nouveaux produits, quoi. Donc, ça peut s'appliquer à un nouveau produit. Le faire sur des produits existants ou sur des legacy, c'est pas tout à fait C'est adapté, compliqué. donc c'est compliqué. Donc après, et avoir plusieurs rythmes dans l'entreprise, c'est bien. On peut le faire pour certains projets. J'ai pas de sujet, mais ça peut pas être la règle. Et donc, il faut reprendre la main et son souffle sur le temps. Donc, moi, je suis arrivé à poser un certain nombre de trucs par expérience et expérimentation, hein, mais des trucs qui maintenant fonctionnent assez systématiquement. Alors, à chaque fois, j'ai plein de gens qui sont contre, qui ne comprennent pas que c'est pas, tu vois, c'est pas dans les règlements agiles ou je sais pas quoi. Donc, je leur explique déjà que l'agilité, enfin, comment on appelle ça, pas le testament, ça c'est à la fin, mais au départ, Le le, manifeste. Le le manifeste agile. manifeste, voilà, le manifeste agile, il tient sur une page, hein. Donc il n'y a pas des mecs qui ont écrit, c'est un peu comme la Bible, tu vois, on peut en faire plusieurs tomes, plusieurs machins, raconter la vie, mais il n'y en a pas beaucoup qui étaient là. Donc il y a pas de règles après il faut trouver des trucs qui marchent. Donc moi je suis arrivé, tu vois, à faire des rythmes qui sont plutôt de 3 semaines avec une semaine qui vient clôturer un peu ça, qui permet de préparer la suite et puis de terminer ce qu'on vient de faire. Ça, c'est Ça permet sur de le organiser delivery à un mois. l'intérieur des équipes. Ouais. C'est vraiment à l'intérieur des équipes. Et ensuite, tu as le chapeau au-dessus. C'est Et tu as ça? le chapeau qui est le trimestre, parce que de toute façon, tous les trimestres, Ok. tu as quand même des événements qui se produisent dans l'entreprise qui font que tu vas peut-être pas faire exactement ce que tu avais prévu au début de l'année, dans ton budget, dans tes prévisions. Parce que bah, il y a des Ok. événements qui viennent contrecarrer ça, et c'est la vie d'une entreprise, c'est normal. Donc, du coup, toi, tu dis aujourd'hui, tu as le quarter qui te permet de te resynchroniser avec le reste de l'organisation, Mmh. prioriser, etc. Là, tu nous expliquerais un petit peu ce que Oui. tu fais différemment ou ce que tu as adapté par rapport au modèle safe. Il ne faut pas que ça soit le plus coûteux, ou si tu l'as pas adapté, mais que tu le fais quand même. Et ensuite, tu dis, pour qu'ensuite, après, on puisse être dans l'exécution et quand même avoir un rythme à l'intérieur de ce trimestre-là, tu as en général tes équipes qui fonctionnent sur 3 semaines d'exécution, une semaine de De respiration, pause, transition, ce que tu de veux, transition. et Non, mais de de transition, transition. c'est pas on fait rien, mais c'est que souvent, enfin, ce qu'on reproche souvent aux DSI, c'est pas de pas tenir leurs engagements, pas tenir leurs délais.
Là, ça permet déjà de se dire on a un petit sas de décompression au cas où, si on n'a pas tout à fait fini ce qu'on avait prévu sur les 3 semaines, en rajoutant un jour ou deux, ça peut passer. Il ne faut pas que ça devienne systématique, mais c'est quand même ce qu'on peut faire. Et on a du temps, et les gens qui sont sur plutôt les business analysts et autres, voilà, ça permet de resynchroniser tout le monde sur ce qu'on va faire aussi dans le prochain sprint de 3 semaines derrière, par rapport à un quarter sur lequel on s'est mis d'accord avec le Ok. métier. Sachant que le backlog, il vit tout le temps, et le but, c'est que ce backlog fonctionne plutôt de manière continue. Une petite pause dans cet épisode pour illustrer ce dont on parle avec Didier. Donc ça, c'est un schéma qu'on a fait avec Didier, où en fait on montre ce qu'on essaye de dire. Donc, grosso modo, donc, il fonctionne en trimestre, et c'est ces moments-là où donc, il est raccourci parce que lui, il utilisait au tout début le framework Safe qui peut être très lourd et coûteux, ce qu'il disait 200 personnes sur 3 jours. C'est un peu un extrême, mais il garde ce moment trimestriel où on se réaligne avec le métier, on est sûr de dont on fait le bilan des engagements qu'on avait sur le trimestre, et c'est ce que vous voyez ici là, partager un bon moment avec les personnes impliquées. Et ensuite, il a 3 flux. Il a le run un peu quick win, où en fait c'est les tout petits trucs, les bugs non urgents, et donc du coup il va le faire dans ce moment de respiration qu'il appelle la semaine, une semaine tous les mois. Il a tout ce qui est le build qui est fait par sprint de 3 semaines pour être certain que ses équipes sont focus et pas perturbées par des milliards de demandes incessantes, etc. Et ensuite, il a le flux donc, de support, catalogue de services, etc. Où là, il dit, bah, en fait, globalement, j'ai des personnes qui sont dédiées vraiment sur le support. Et plus le support peut faire des choses en mode support de niveau 0, mieux c'est, parce que sinon, ça va remonter, ça va forcément nous impacter notre quarter plan. Et ensuite, il a les bugs urgents, qui les qualifient, etc., qui eux vont pouvoir impacter la capacité du quarter plan parce que bah, du coup, il faut aller chercher des ressources en interne qui sont normalement en train de faire du build. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre qu'il structure l'ensemble de ces flux dans un rythme temporel avec des règles du jeu qui sont claires. Au final, c'est un slide, hein, c'est pas non plus 1000 trucs super compliqués, etc. Mais ça a le mérite au moins de donner un rythme. Et du coup, on peut voir aussi que bah, quand on fait le build, bah, le sprint 1, en fait, c'est quoi? C'est un planning détaillé, ce qu'on va faire dans les 3 prochaines semaines. Et en fait, il le refait 2 fois, sprint 1, sprint 2, sprint 3, pour pouvoir vraiment être sûr et certain qu'on a le temps. Ça, c'est vraiment focus sur un quarter. Et de manière globale, ce qu'il dit, c'est que il regarde, avant de mettre en place cette méthodologie ou cette organisation plutôt, il regarde comment l'entreprise elle a sa fréquence de business, comptable, etc. Parce qu'on ne pourra pas, dans les quarter plans, demander au métier une implication la même parce qu'ils n'auront pas forcément le temps ou il y aura des focus temporels de il faut absolument sortir tel produit avant tel truc, sinon ça ne sert à rien. Voilà un peu, si ce schéma vous intéresse en mode PowerPoint pour que vous puissiez le modifier, n'hésitez pas à me le demander, je vous l'enverrai sans souci. Alors concrètement, moi, ce que j'en comprends, c'est que tu analyses dans l'entreprise ces cycles en fonction de avec qui elle bosse, de commerce, de delivery. Donc là, on va dire, tu as un temps qui est le temps en dehors de l'exercice fiscal. Tu as un temps de vente, d'opération et même d'exécution. Tu parlais de dire, voilà, ils sont travailler des gens qui sont en Afrique du Nord, etc. Donc ça, c'est le temps de la boîte. Essaie de le comprendre pour savoir Ouais. les Et zones donc, tu vois, creuses, en les zones fonction de ton chaudes, client etc. interne, en fonction de ton client interne dans l'entreprise, tu vas avoir des temporalités ou des sprints qui doivent être structurés de la même façon, mais qui vont pas s'exécuter sur le même espace-temps exactement pour tout le monde. Pour autant, Ok. on reste sur des planifications qui doivent correspondre à des quarters, parce que tu vas avoir des engagements budgétaires, des engagements divers et variés, des revues budgétaires. Enfin, tu vois, si la plupart des entreprises, elles font un budget en septembre, elles le valident décembre, janvier. En avril, il y a une première révision, et en septembre, octobre, l'atterrissage. Tu vois, donc, tu es quand même sur des rythmes comme ça, et où il faut dire qu'est-ce que j'ai engagé, qu'est-ce que je vais encore engager, ou qu'est-ce que je vais supprimer, parce qu'on avait prévu de faire tel ou tel projet, et finalement, pour des raisons externes à l'entreprise ou internes à l'entreprise, c'est plus ce plan-là qu'on va exécuter. Et déjà au mois d'avril-mai, on n'a pas commencé ce projet. Enfin, tu vois, on l'a même pas démarré. Donc, il y a un moment, il vaut mieux le sortir du budget pour en faire autre chose de cet argent, ou de dire, bah, on a des difficultés en ce moment, l'entreprise n'a pas son carnet de commandes plein, bah, on ne fera pas ce projet, et c'est fini.
Mais tu vois, ça nécessite vraiment d'être aligné business. Enfin, et les DSI souvent sont très, sont très orientés techniques et sur leurs problématiques, sur leur propre rythme, sur leurs problématiques. Et on oublie qu'on est une fonction support importante de l'entreprise, et de plus en plus importante. Le numérique, c'est plus une question aujourd'hui. Et ça, c'est mal anticipé. Enfin, je vois très peu. Enfin, toi, moi, j'ai encore en ce moment deux missions où j'ai les mêmes symptômes. Le désalignement de l'informatique avec le reste du business, avec une Et incompréhension. Alors que dans les deux cas, les gens font leur meilleur. Enfin, toi, ils disent pas, il y a de la ils disent bonne pas. volonté, quoi. Il y a de la bonne volonté, mais il y a ce manque d'appréhension et le problème de fond, c'est le temps. Enfin, et pour revenir à un truc perso, enfin, on voit en vieillissant que le temps c'est le bien le plus précieux que tu as sur Terre, en fait. Tu ne sais pas combien tu as de temps, mais plus tu avances dans ta vie, euh, moins tu as envie on te prenne du temps. Tu n'as pas de problème à le donner, mais qu'on vienne te le prendre, toi, que quelqu'un te prenne du temps alors que ça n'a aucun intérêt, ça devient de plus en plus pénible. Tu verras, plus tu vas avancer en âge, plus ça va devenir insupportable. Et Didier, pour être sûr de comprendre sur la partie, Oui. donc j'ai bien compris la question de bien s'adapter au rythme de l'entreprise, de bien comprendre chaque métier aussi ses rythmes à lui parce que, bah, en fait, la finance, elle a sa clôture comptable, le biz, il lance des produits et cetera. Au niveau du quarter, toi maintenant donc du coup tu continues à faire un point quand même, physique événementiel ou, pour que les gens se parlent et cetera? Ou du coup tu as dit: «Ah mais non, on le fait plus, ça coûtait trop cher», juste pour être sûr de comprendre? J'essaye de le minimiser au maximum. Parce que, tu vois, enfin, OK. les mecs du business, enfin, moi, c'était le plus gros reproche que j'entendais, que j'entends encore, c'est: «Ah vache, votre truc là, 200 personnes pendant 3 jours, je te fais le calcul, ça fait quand même, une belle, un bon Ouais, tu montant, coûtes cher. avec lequel on aurait pu produire autre chose, quoi», tu vois? Donc tu coûtes cher. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire ou que c'est pas important, c'est qu'il faut peut-être le faire autrement, ça nécessite une logistique relativement importante. Alors, si l'entreprise est plus petite, c'est quand même moins lourd, bien sûr, mais ça reste quand même un moment où on prend du temps à tout le monde. Donc, il faut que ce temps, on le gaspille pas. Enfin, c'est ce que je disais OK. juste avant. C'est Donc le plus toi précieux. toi tu avais quand même un extrême, 200 personnes, sur 3 jours, c'est quand même un Oui, niveau de de oui, mais coût. ça, c'est un Si cas tu commences extrême. à être ouais, Justement, mais c'est là où tu vas trouver du safe, enfin, tu vois, des trucs avec ouais, un portefeuille, un machin, tout ça. Bon, mais ça coûte cher. Et l'efficacité, elle n'est pas forcément complètement au rendez-vous parce que tu te revois 3 mois après, tu avais fait de belles promesses, tout ce que tu veux, et puis tu as produit que la moitié de ce qui était prévu. OK. Et ça, on va rentrer, enfin, si tu le veux, on peut rentrer justement un peu plus dans le détail d'un sprint. C'est-à-dire, plus tu avances dans le temps sur un projet, plus le run de ce projet devient important. C'est-à-dire, la maintenance, les petites évolutions de tout ce que tu as fait avant, te prend de plus en plus de temps. Et ça aussi, il faut arriver à le contraindre, quitte même à faire des équipes, si c'est sur des grosses organisations, qui ne sont que dédiées à ça pour pas, parce que c'est aussi le principe agile, tout le monde doit tout faire, on est tous égaux, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, ça devient inefficient. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps soit à corriger ce qu'on a mal fait au départ, parce qu'on a voulu aller vite, et donc on a fait des raccourcis sur pas mal de choses, on a fait du MVP, voilà. Et ça, si tu le reprends dans la figure, plus tu avances. Soit tu donnes plus satisfaction aux gens, donc tu fais pas d'amélioration et tu continues à faire que du build. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Enfin, ça ne peut pas se passer comme ça dans la vraie vie. Donc, il y a un moment donné, tu t'aperçois que tes équipes, elles sont de plus en plus embolisées par le passé. Et elles passent de plus en plus de temps à corriger ou à faire évoluer ce qu'elles ont déjà fait plutôt que d'amener une nouvelle fonctionnalité. C'est là où ça se crispe aussi souvent avec le métier et, et c'est aussi là où il faut bien gérer le temps en se disant, il y a peut-être des sprints où on va faire que de la petite amélioration et de la correction. Tu vois, il faut avoir ce OK. courage-là. Je pense que c'est un problème de courage, parce que moi, ça m'est arrivé, tu vois, avec une grosse compagnie qui me sous-traitait le développement. C'est un truc en 3 lettres et un truc qui ressemble à un moteur d'IA en ce moment. Où les mecs, quand je leur ai dit on va changer, on va passer sur ce rythme-là, ils m'ont dit on va perdre tous les développeurs, les bons vont partir, ils vont pas accepter.
Je dis, bah, attendez, mais les gars, je les paye pour obtenir un résultat, je les paye pas pour leur faire plaisir. Je suis content qu'ils prennent du plaisir à faire des sprints de cette manière-là et tout ça, sauf que c'est inefficient. Enfin, on était arrivé à un niveau d'efficacité qui était très mauvais. Je dis, bah tant pis, enfin, j'accepte d'en perdre, ça va coûter moins cher du coup. Et en fait, 3 mois après, ils sont revenus me voir, tout fiers, en me disant, regardez, avec ce qu'on a mis en place, on a vachement amélioré le truc. Donc je leur ai pas rappelé que c'était moi qui avais eu l'idée, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le résultat. Mais tu vois, c'est pour te dire que il y a des moments, c'est un problème de courage, c'est de se dire, je vais affronter les gens, c'est pas très grave, ils vont pas être contents peut-être au début. De toute façon, dès que tu apportes du changement, forcément les gens sont contre, enfin ils sont pour tant qu'ils voient pas que ça change pour eux. Et quand ils sont concernés ou impliqués, ils disent, ah, on n'en veut plus du changement parce qu'on pensait que c'était que les autres qui devaient changer. Mais ça, ouais, c'est inhérent à l'être humain, c'est pas très grave, mais voilà, faut avoir ce courage d'imposer un petit peu des rythmes et donc de gérer le temps. Parce que sinon, personne s'en occupe en vrai. Enfin, tout le monde se plaint, mais ça n'avance plus. Donc du coup, toi, tu mets, bon, du coup, tu mets la gestion du temps. Là, on parle beaucoup, tu vois, tu parlais, on a dit plein de choses, des projets, des évolutions, les petits trucs, etc. Mmh. C'est quoi les différents flux et comment tu les structures? Donc là, on a beaucoup parlé donc, au final de build, mais tu as parlé aussi quand même tu vois, J'ai un d'évolution. petit peu abordé le Les run, gens ont... et Ouais. c'est justement le sujet, c'est que les gens souvent ne voient pas le run. Enfin, ils s'en soucient un peu pas beaucoup. Donc t'as des DevOps dans les équipes quand même qui sont là mais on est très orienté CI/CD, delivery continu, des choses comme ça. Mais la prod pure, donc comment après ce qui est produit, tu vas le supporter parce que enfin, c'est pas toujours autoporteur quand même. Il faut que les gens soient formés. Ça vient s'inscrire dans d'autres processus de l'entreprise. Ça fait évoluer un certain nombre de choses. Donc cet accompagnement, tu vois, au changement, bah, il faut l'anticiper. Et ça, normalement, tu l'anticipes grâce au use case que tu as défini au départ pour faire les tests de ce que tu vas produire. Et ça te permet de commencer à expliquer ce qui va se passer aux utilisateurs, mais aussi à la production. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour faire tourner la prod de la boîte, avec des flux qui peuvent partir d'une appli vers une autre et ainsi de suite, ils ont besoin d'être impliqués assez tôt dans ce dispositif. Et là encore, moi, très souvent, quand j'interviens, je vois des gens qui font du build, mais c'est au moment où il faut passer en run. Ah bah, il n'y a pas le support, donc c'est les équipes de projet qui finissent par faire le support, parce qu'on n'a pas mis en place ce qu'il fallait. Et donc, tu retombes sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les mecs passent plus de temps à faire du support qu'à construire le reste de l'application. Et c'est comme ça que tu as des projets qui collapsent et qui vont dans le mur, enfin qui finissent dans le mur. Et, Du et coup, c'est évident, aujourd'hui, enfin, toi, quand tu le dis, quand tu l'exprimes, tout le monde te dit ouais, c'est vrai, mais la réalité, moi, des choses que je vois concrètement sur le terrain, c'est ça. Encore récemment, euh, les mecs, ils sont en train de démarrer plein de sites, mais la prod ne marche pas, tu vois, le monitoring de l'application n'est pas en place, donc ça se fait au bruit, et c'est l'utilisateur qui signale que ça marche pas. et stop. Bon, j'espère que l'épisode vous plaît. J'ai une chose à vous dire. Vous le savez peut-être pas, mais moi, c'est Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Airsas. Bon, placement de produit sponsor, c'est mon podcast. Je suis un peu obligé, non? Donc, Airsas, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer le meilleur outil pour aider les directeurs de l'IT, les DG, les DAF à s'entendre sur la priorisation projet, la création de produits, en essayant de créer l'outil le plus simple possible d'utilisation pour le top management. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les outils de gestion de projet, de gestion de tâches, etc., sont très orientés utilisation à la tâche, au ticket, et ne permettent pas à un top management de comprendre la réalité. Et ce que vous découvrez aujourd'hui dans le quarter plan, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce produit, être le meilleur outil pour vous aider à mettre en place un quarter plan dans votre organisation. Si ce qu'on fait vous intéresse et que globalement cette saison vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. On est plutôt sympa et si on peut aider, que ce soit en vous montrant ce qu'on fait avec Airsas ou en vous mettant en relation avec des gens qui savent mettre en place le quarter plan, ça sera avec plaisir. Bonne écoute et kiffez bien. Mais du coup, bon, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que, c'est quoi la taille critique d'une société qui peut se permettre d'avoir des équipes support dédiées versus les trucs projets? Question, tu vois, j'ai pas de. Mais est-ce qu'une boîte, une ETI de 500 personnes ou Alexandre, c'est pas un 750 problème de taille, personnes? c'est le problème d'intégrer le fait que tu vas aller moins vite dans ton projet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens font build et run, pourquoi pas, la part de run, il faut en tenir compte. Donc tu peux pas anticiper, enfin tu vois, quand tu vas dire combien j'ai de jours pour produire,
réellement, parce qu'on peut parler en poker planning, tu vois, en points, en cacahuètes, en petits pois, en ce qu'on veut pour À la évaluer, fin, ça reste des jours. en taille de t-shirt, à la fin, c'est des jours. Donc, les jours que tu peux donner pour le build vont être réduits par le run. Donc, c'est juste de se dire que c'est comment je gère ce temps de build et de run, parce que au début, il va y avoir peu de run, beaucoup de build, mais plus tu vas avancer, plus la part de run va augmenter. Et donc, il faut anticiper le fait que ta part de build, ce que tu vas être capable de produire, est forcément euh, amendé par ce temps que les gens ont passé au run. Donc, c'est même pas qu'un problème de structuration, c'est juste un problème d'activité. Et voilà, que tu aies les équipes séparées entre build et run ou que ce soit la même équipe qui fasse les deux, il y a un moment, il y a des activités qui vont prendre le pas sur d'autres parce que quand tu es en run, en plus, les gens en production, enfin, l'entreprise, elle fonctionne. Donc, tu peux pas dire on fera ça dans le prochain sprint. Ça n'existe pas. Là, tu arrêtes tout si c'est un truc bloquant et tu fais. Et tu sais pas combien de temps ça va te prendre. Donc, si tu l'as en plus pas du tout budgété ce temps-là, c'est une catastrophe. Après, si tu l'as mal budgété, c'est moins grave. Oui. Est-ce que, tu peux nous expliciter un petit peu, tu vois, sur les flux entrants de demandes, de sollicitations, etc. Comment tu les structures pour toujours être maître de ton temps? Parce qu'en gros, tu as des demandes de paramétrage, tu as des demandes de bugs. Des fois, le bug est urgent, des fois, il n'est pas urgent. Qui dit que c'est urgent? Tu as les demandes de formation, je comprends pas. En gros, tout ce flux-là peut parasiter énormément les équipes qui sont en train de faire un sprint produit. Comment tu gères ça pour essayer de créer un semblant d'organisation efficiente qui gère un peu pour pas prendre la vague continue? Oui, c'est pour ça, faut que les rôles soient définis, faut anticiper le fait que toutes ces activités-là, elles vont exister. Même si on le sait, tu vois, c'est pas depuis hier qu'on fait des projets, pour autant, on répète à l'envi ces dysfonctionnements, parce que on oublie ça. Enfin, tout souvent parce que ouais, tu as une équipe qui va être très orientée sur le build, c'est un nouveau sujet, ça les intéresse, ils y vont, voire même c'est fait dans un autre département. Tu vois, avec l'IA en ce moment, tu as plein de petits projets d'IA qui fleurissent un peu partout. Et à un moment, il va falloir les intégrer dans le SI s'ils ont une réalité. Et tu te retrouves avec un truc qui n'a pas été anticipé, qui a poussé n'importe comment. Mais ça, c'est des défauts de communication. C'est que on fixe pas assez les règles dans l'entreprise, mais c'est des règles de vivre ensemble. Hein, c'est pas des règles pour dire c'est la loi, c'est comme ça. Il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui se font pas. Tu vois, je sais pas, quand tu rentres chez toi avec les pieds pleins de boue, tu t'enlèves tes chaussures à l'entrée, tu traverses pas le salon avec tes pompes pleins de boue. Enfin, si, tu le fais peut-être une fois, mais le coup d'après, tu as quelqu'un qui te rappelle à l'ordre, normalement. Et, et c'est tous ces trucs qui sont, comme tu l'évoques, tous ces flux, et à un moment donné, il faut se dire, OK, ces flux vont exister, ils vont bouger dans le temps, parce qu'ils sont pas mis en fonction de l'étape où tu es dans le projet. Il va y avoir un déplacement de ces flux en volume, ça va plus être les mêmes. Et c'est comment tu anticipes ça et que tu expliques ça à l'équipe, que les gens l'acceptent dès le départ. Enfin, tu vois, moi j'entends des gens dire s'il faut que je fasse de la maintenance, je viens pas, quoi. Ah oui, mais c'est gentil, il faut bien que quelqu'un le fasse. Et donc, tu le fais mieux accepter en l'expliquant dès le départ. C'est toujours pareil, si tu dis aux gens, voilà, il ne va pas y avoir que des trucs marrants, il y a des trucs moins drôles, mais pour qu'il y ait des trucs plus marrants, il faut qu'il y ait moins de trucs moins drôles. Et pour qu'il y en ait moins, il faut bien travailler. Il faut plutôt délivrer des trucs de qualité, il faut faire attention. Et donc, c'est un travail d'équipe. Donc, ces flux, ils arrivent. Déjà, quand tout est urgent, plus rien n'est urgent. Enfin, tu vois, il y a un moment aussi... Ouais, tout le monde a tendance à classer les trucs urgents. Moi, je repars au départ. Je dis, il n'y a plus de priorité puisqu'il y a 95% de ce qu'on a est urgent. Donc, on va considérer que c'est normal, urgent. Et puis, et tu reprends. Mais régulièrement, enfin, tu vois, l'être humain, il n'est pas très proactif, hein, il est plutôt réactif. Donc, de toute façon, quoi que tu mettes en place, il y a des moments où il faut faire un step back, poser, et puis on priorise le backlog, le machin, le truc. Moi, tu vois, quand je vois des incidents ou des trucs qui ont un an, faut aller voir le mec s'il en a encore besoin. Parce que si s'en est passé jusque-là, c'est pas sûr que c'est un vrai besoin. En tout cas, il a trouvé une solution. Le mec, il est plus au même endroit. Donc, si tu fais le truc comme il te l'a évoqué il y a un an, il n'est pas impossible que lui ait déjà trouvé une autre solution, fasse autrement. Et donc, il faut retourner le voir. Et ça, les gens ne le font pas. Enfin, tu vois, ils ont tendance à écluser le backlog. Et tu le vois, tu as des indicateurs où tu vois le nombre de tickets, il est de 100.
Tous les mois, t'en as 100, t'en enlèves 20, il y en a 20 qui remontent. Ok, mais est-ce que c'est les bons qu'on a fait? Est-ce que c'est les bons est-ce que ceux qui sont rentrés n'existent pas déjà dans ce qu'on a? Alors aujourd'hui, on a un peu plus d'outils. L'IA permet tu vois, de relier les tickets, enfin, de faire plus de choses. Donc, on a quand même plus de facilité qu'on en avait auparavant. Pour autant, ça reste des règles de vivre ensemble et puis de fonctionner avec des priorités qui soient les bonnes. Donc, ça nécessite de la com. De toute façon, enfin, pour qu'un projet existe, il faut deux choses, hein, c'est le projet et communiquer. Et c'est vrai dans toutes les relations, hein. Je te l'ai déjà faite celle-là, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Si t'as pas ces deux trucs-là, c'est assez rare que tu restes ensemble. Et Et quand soit il n'y a plus de tu, projet, quand soit tu il n'y a pas dis, de com. Dans les deux cas, ça marche plus. quand tu dis que tu as le côté, ben voilà, il faut être, enfin, c'est rarement proactif, donc il faut se prendre le temps de regarder les Mmh. choses, de redonner les règles du jeu ou autre. Est-ce que toi, quand tu, D'où l'intérêt de la semaine dans de tes... tempo, tu vois. La semaine Ouais, non, bien sûr. de trucs, elle permet de faire tous ces trucs-là. C'est juste que d'habitude, on le fait sans se le dire et on se ment. Là, c'est juste, c'est écrit, c'est marqué, c'est posé. Et, euh, et donc, ça évite d'avoir Donc tu vois, ces toi, grands tu donnes rabouts. un cadre structurel Oui, ouais, de gestion du vraiment, temps. tu as un cadre de gestion de temps, de comment on va travailler entre ces 3 Mmh. semaines, la semaine ici, tous les quarters on fait ça, et tu définis Sur l'année. clairement. Et est-ce que Et, tu, et tu le sur définis? l'année, en tenant compte Attends, des congés, en tenant compte des ponts, enfin, tu vois, en tenant compte de tout ce qui va se produire. Déjà, tout ce qu'on peut anticiper. Et après, il y aura tout ce qu'on oui, n'aura la pas prévu. structure. Non, mais tu tiens compte de la structuration du temps de la boîte, hein. Mmh. C'est-à-dire ce que Mmh. tu disais, les congés, machin, etc. Mmh. Donc là, on parle de structuration du temps. Ensuite, après, tu as des gens qui vont faire tenir cette structuration du temps. Oui. Parce que du coup, comment tu mappes un peu les typologies de personnes, comment tu le positionnes? Est-ce que tu réfléchis en termes de, en fait, on va avoir des responsables IT par métier, des responsables IT par solution, par les métiers, on va créer des duos. Ces duos-là c'est eux qui ont fait le travail. Comment ça fonctionne? Comment tu le poses? En gérant le temps, tu gères aussi la gouvernance de ton Ouais? temps. Donc, ces réunions, ces points de réflexion, ces points de rencontre, tout ça, ils sont aussi dans l'agenda de tout le monde. Donc déjà, de toute façon, il n'y a pas, tu vois, c'est toujours plus facile de décaler un truc une fois qu'il est dans ton agenda que de trouver une place dans ton agenda quand il est plein, hein. C'est, OK. donc c'est ça aussi. Tu vois, c'est pas seulement de dire voilà la structuration du temps, c'est aussi la structuration de la gouvernance. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments clés sur la structuration de la gouvernance, sur par exemple, la qualification des entrants? Bah, la qualification des entrants, c'est pour ça que j'impose cette semaine de Ouais? tempo, on va dire. Bah, c'est là où on va avoir le maximum, je dirais, de réunions et de réflexions sur ce qu'on va faire. Et pendant les 3 semaines, la réunionnite, elle est minimum. OK. Là, on fait des Donc réunions déjà, OK. opérationnelles. Les Oui, réunions pour plus exécuter structurantes ce et qui est tout prévu, ça, quoi. elles ont lieu tous les mois à la période de la semaine qui est la semaine de tampon et ainsi de suite. Et celle du trimestre, bah, elle est là de toute façon. Donc le trimestre, ça va peut-être un truc un peu plus profond, avec un peu un feedback sur les 3 mois qui viennent de s'écouler, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est posé. Et c'est pas parce que c'est posé que ça se fait tout seul. Donc après, faut une loi, faut un décret de loi et une police. Donc de toute façon, il faut que la police soit là. Et la police, c'est une fonction de PMO. Enfin, tu vois, le PMO, il est Ouais, là pour accompagner ce cadre et faire en sorte que les gens respectent la loi. OK. Et Alors c'est pas très compliqué, mais c'est difficile. Enfin, faut pas se leurrer, c'est pas si simple que ça à poser. Mais s'il y a une réelle volonté, on reste des animaux de troupeau, hein, donc il faut quand même que la tête du troupeau montre la direction et l'exemple. Et à partir de là, enfin, les gens se rangent quand même derrière et avancent. Et après, on peut améliorer. Enfin, de toute façon, il n'y a pas un système qui est parfait, hein. Par contre, une fois que tu as fixé un cadre, tu peux dire, bon, bah, ça, il faut le changer, il faut améliorer ça, ou et on a oublié ça, ou il y a ça qui fonctionne pas. Mais on- aujourd'hui, quand même, tout ça est assez balisé. Et après, il faut des outils. Voilà, tu vois, je suis encore pareil. Ma mission actuelle, j'ai trouvé des beaux fichiers Excel, super sophistiqués, mais quand tu bouges une formule, le fichier met 10 minutes à s'ouvrir, ou ça marche plus, ou je sais pas quoi.
Alors bon, les trucs sont collaboratifs, hein, c'est-à-dire que tout le monde vient dans le fichier Excel. Maintenant, ça a évolué aussi. Avant, tu avais un mec qui tenait le fichier Excel. Maintenant, tout le monde vient ajouter sa date, son truc, son machin. Et là, c'est d'une complexité, enfin déjà que je trouve un tout petit peu effroyable dans ce que j'ai vu, parce que c'est très détaillé. Alors, j'ai pas de problème avec le souci du détail, encore que moi, je suis pas très attaché au détail perso. Mais je regardais le truc. Alors, c'est sophistiqué, c'est vachement bien, ça pense à tout. Sauf que c'est de l'Excel et que c'est fragile, quoi. Enfin, faut protéger les cellules. Enfin, mais c'est pas très adapté. Avec tout le reporting qui se calcule, il y a un onglet qui te fait des beaux tableaux. Bon, Excel, hein, c'est quand même le shadow IT le plus répandu, donc faut pas rêver. On va pas le tuer demain matin. Mais je pense qu'il y a des outils plus adaptés, voilà, plus dirigés à ça. Et tu as des outils opérationnels, tu as des Asana, tu as des machins, des choses comme ça, mais tu as besoin de reporting aussi. Enfin, tout ce qu'on fait, on ne fait pas pour nous. Donc il y a un moment, il faut rendre des comptes au COMEX, au métier, et ainsi de suite. Et il faut le faire de manière tangible, enfin, toi, objective, pas juste se parler. Bah, c'est pareil, le nombre de réunions où je vois il n'y a pas vraiment l'ordre du jour, et il n'y a pas de compte rendu, et on n'a pas de support, enfin, ça on parle, puis quelqu'un prend des notes, plus ou moins, c'est affligeant, enfin, c'est quand même, ça reste une majorité. Enfin, faut pas Ça se reste faire. une Bon, majorité. bon, perso, moi, j'interviens en général quand ça va mal, donc moi, je vois plutôt des trucs qui vont pas bien, et j'imagine qu'il y a quand même des endroits où ça se passe bien, mais moi, mon expérience, c'est en général quand on m'appelle, c'est pour corriger les choses. Mais je trouve toujours des gens, voilà, avec une bonne volonté, qui ont voulu bien faire, mais qui n'ont pas pris assez de recul, enfin qui courent avant d'avoir fini d'entendre l'ordre qu'on leur a donné, quoi. Ils pensent avoir compris, ils partent. Et tu les Et revois pas, surtout. sur, si on revient sur la partie, tu sais, euh, expression enfin, d'une demande, donc peut-être pendant la semaine, les gens le font à ce moment-là. Comment tu Mhm. organises la relation sur qui traite quoi? Est-ce que c'est t'as des responsables par métier, par solution? Est-ce que c'est duo? Enfin, tu vois, comment ça se passe? Il y a plein d'organisations possibles. Oui, il y en a plein. Après, tu as les rôles de business analyst, donc les gens qui vont, je dirais, détailler les besoins. Tu as quand même le responsable du projet qui, pour moi, est le garant du backlog, de ce qui rentre et ce qui sort, hein. C'est le physionomiste à l'entrée, hein. Voilà, si on a dit pas de basket, c'est pas de basket. Donc, faut que les demandes soient un petit peu structurées. Donc, c'est un flux entrant, enfin, et sortant. Enfin, tu vois, un backlog, il n'est pas figé. Moi, ce que je vois souvent, c'est que les gens donnent des poids qui restent le même. Donc, tu as des trucs qui descendent, qui étaient urgents, mais qui finissent par descendre mécaniquement parce qu'il y a d'autres trucs urgents qui viennent dessus. Et la pile, elle descend. Et donc, il n'y a pas de repondération, justement, en fil du temps. C'est-à-dire de dire, bah, à un certain temps, on remonte automatiquement ce truc-là parce que il est en train d'aller au fond. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des choses qui étaient urgentes, mais qui ont un an d'ancienneté. C'était pas si urgent que ça, alors. Mais c'est aussi parce qu'on l'a pas géré. C'est peut-être encore urgent, mais je dis, c'est sûr que la personne, elle a trouvé une solution. Elle fait autrement. Donc, soit elle s'est mis son fichier Excel à côté. Nombre de fois où, quand tu vas sur le terrain, justement, tu vois les gens fonctionner avec l'appli que tu leur as délivré, t'as un peu honte, hein, des fois, parce que tu t'aperçois qu'ils font des copier-coller, ils ont des petits post-it pour noter, pour ressaisir dans une autre appli. C'est édifiant, hein, ce qu'on peut voir quand on va voir vraiment les utilisateurs. C'est-à-dire pas les gens qu'on a en interface dans les métiers, les gens qui se servent vraiment des applis. Et ça, j'encourage tous les DSI de faire ça, d'aller voir les utilisateurs, les vrais. Pas seulement les directeurs de leur niveau ou les N-1 ou les AMOA métiers qui ont pu être mis en place, mais les vrais gens. Et tu parles beaucoup de ces, d'applications et cetera, de développement produit, tu parles de sprint et cetera. Mm. Bon, ça peut être vu comme, uniquement, possible et fait, sur, du développement logiciel, de Non, produits. Je sais que c'est pas le cas, mais juste, est-ce que tu peux préciser aussi que si tu arrives à le faire d'une fonctionnement égal sur un fonctionnement qui est pas enfin, qui est bah, plus projet oui, ou je après, sais pas, au moins développement logiciel? moi, tu vois, ça m'arrive de mettre des projets d'activité. Alors, c'est un peu du tout venant, mais c'est pas la majorité. C'est-à-dire, c'est des activités qu'on sait pas mettre dans un paquet qui peut faire je veux dire, un projet au sens où il y a un début, une fin. Enfin, c'est ça le sujet, hein. Sinon, tu es en best effort tout le temps. C'est-à-dire que les gens, bon, ils prennent leur écureuil. Enfin, tu Hein? vois, les trucs qui arrivent, ils les traitent en fonction de ce qui les intéresse plus ou moins, enfin, et ainsi de suite.
mais tu n'as pas une vision de ce qui se passe et de combien ça te coûte vraiment. Donc, il y a un moment où tout doit être projet. Donc, avec un début, une fin, des actions, des interlocuteurs. Enfin, toi, faut structurer le contexte. Donc, je ne veux pas dire que tout est projet, mais si. Enfin, en fait, il n'y a pas grand-chose qu'on fasse qui n'est pas un début et une fin, quoi. Et enfin, en tout cas, il faut Ok. Donc toi, tu qu'on penses... marque ce début. Donc, marquer le début, c'est important, et qu'il y ait une fin, marquer la fin, c'est important aussi. Euh, Après, tu as des activités Ok. où, voilà, les activités de support de niveau 1, ils sont pas en projet, eux, ils prennent ce qui vient, ils traitent, mais néanmoins, ils ont un impact sur tout le reste, puisque l'objectif, moi, c'est ce que j'ai en général, c'est que les utilisateurs appellent et qu'on résolve leurs problèmes au premier appel. C'est-à-dire qu'on Ok. escalade de moins en moins de choses. C'est-à-dire que les choses qu'on escalade doivent être très qualifiées, avec un besoin de qualification fort. Donc le shift left, quand tu mets en place une structure de support, là je vais être encore confronté à ça, parce qu'on vient de faire un appel d'offres là, dans une des boîtes avec laquelle je bosse, on va mettre en place un support pour l'entreprise. Et il faut qu'on bosse avec le partenaire qu'on retiendra justement sur cette amélioration continue, puisqu'au début, il y a un existant, il est comme il est, mais il faut qu'il y ait une réelle volonté de diminuer le nombre d'appels, de diminuer le temps de traitement, et ainsi de suite. Et ça passe aussi par la façon dont tu rémunères ton partenaire. Toi, les gens qui sont encore à l'appel ou qui payent le nombre d'appels ou le nombre de tickets, c'est une bêtise crasse, puisque l'intérêt de ton interlocuteur, c'est qu'il y ait le plus de tickets et le plus d'incidents, en fait, puisque c'est comme ça qu'il va être payé. Plus il y a de gens qui appellent, plus il augmente son chiffre d'affaires. Alors qu'il faut travailler sur sa marge. C'est-à-dire que moins il y a d'appels, plus il gagne. Et plus sa marge est bonne. Mais toi, en valeur absolue, ça te coûtera moins cher en tant que client. Donc, juste pour être sûr de comprendre, Didier, toi, tu dis, donc tu as ton support, celui-là, donc tu l'améliores, enfin, en fonction de là où tu es, tu l'améliores, celui-là, c'est vraiment le temps de support, de niveau 1, résolution, etc. Et tout le reste, hein, c'est des activités de projet, produits, mais dans tous les cas, c'est du build qu'on fait et une C'est amélioration, du build une run, enfin, c'est amélioration une d'une structure. amélioration. Enfin, Ouais, je sais pas, c'est tu changes tes firewalls, c'est un projet de changer tes firewalls. Il y a un début, une fin, il y a des achats à faire, il va falloir les mettre en place, les tester, mettre la cybersécu qui va bien, les règles, qui les manage, comment on met à jour les règles et tout ça. Donc, tout ça, ce sont des tâches que tu as structurées dans un projet avec un début, une fin et un run. Parce que derrière, une fois que tes firewalls sont changés, ça rentre en production et il y a un run qui doit s'opérer. Et ça, il faut le penser dès le départ. C'est-à-dire quand tu fais ton build, tu penses que tu vas l'exploiter, le truc. Sinon, et heu et juste pour être sûr de comprendre, quand tu dis, donc, tous tes projets et cetera et donc du coup après il va y avoir un run de maintenance, amélioration, je sais pas quoi. Hem, toi ce que tu fais en fait au final, c'est que ta, ton outil c'est vraiment, la enfin tu te positionnes sur en fait tout ça c'est de la création de valeur. Enfin, tu vois, faire c'est de la création de valeur et cetera, tu beau voilà et ensuite après, c'est vrai que tu as des fonctions de support de, questionnement, de paramétrage et cetera où là, c'est mais par contre, du oui, coup, toute ta création de valeur que tu appelles même run dans le sens où amélioration continue, ça, toi, tu le mets dans la création de valeur oui, dans ton mais portefeuille à toi d'activité. tu parles de paramétrage ou d'administration, des choses comme Ouais? ça. Enfin, pour moi, ça, c'est des trucs que le métier doit prendre en charge en self-care. Enfin, tu vois, il doit être autonome le OK. plus possible là-dessus. Euh, j'ai encore un exemple qui a été traité, mais tu vois, il y avait la RH d'une entreprise avec laquelle je bosse. Tous les mois, elle envoyait le fichier de paye à DSI pour qu'il l'envoie dans un flux vers la boîte qui éditait les bulletins, ou en tout cas qui les génère. Donc, déjà, en termes de sécurité, c'est-à-dire que les salaires transitaient en interne vers une boîte mail, donc tu peux te tromper d'interlocuteur. Tu avais le fait que le mec de l'informatique connaissait les salaires de toute l'entreprise, et ainsi de suite. Et là, ils ont mis en place un truc de self-care où la personne charge son fichier, le met dans le truc, et ça part automatiquement. Donc, ils ont automatisé le truc. Ça prenait quelquefois plusieurs jours, pour peu que la personne qui s'en chargeait d'habitude soit en vacances. Enfin, tu vois, tu avais plein de trucs comme ça. Et aujourd'hui, ils ont solutionné ça. C'est la fille de la paye, elle a son outil, elle charge son fichier, elle l'envoie toute seule. Et ça passe dans le flux, et c'est sécurisé, et tout va bien. Donc c'est ça le rôle d'une DSI. C'est bon, il y a un existant, il est comme il est, mais c'est d'améliorer tout ça et de faire en sorte que l'utilisateur soit le plus libre et le moins dépendant possible.
Mais si tu veux, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, Didier, c'est, Oui, tu vois, tout dans à fait. plein d'interviews que j'ai avec des DSI, etc., c'est qu'en fait, il y a énormément de valeur qui créent, tu vois, ils appellent ça des petits projets de moins de 5 jours, des fois c'est moins de 10 Mmh, jours, dans ce que tu veux, tu vois. mmh. Et en fait, ça, donc, imaginons que ce soit ton petit projet là d'automatisation, parce qu'au final, c'était pas si compliqué que ça, et je sais pas quoi. En fait, ils vont pas le mettre alors moi je parle de portefeuille projet, mais ils vont pas le mettre dans la partie création de valeur. Ils vont dire, ah oui, mais ça, on l'a mis dans le ticket. Ah non, mais Et en ça, c'est un fait, problème de cette com. Alors, dissociation, ouais, ouais, tu mets le doigt sur le dernier sujet, c'est le marketing de la DSI. ouais, voilà, bien Et sûr, ouais. c'est ça, c'est ton reporting, c'est un outil marketing aussi. Donc, il faut parler des trains qui arrivent à l'heure. Parce que de toute façon, tous les trains qui arrivent pas à l'heure, on t'en parle tous les jours quand tu es DSI. Donc, t'as pas C'est besoin de sûr. communiquer là-dessus. Donc, il y a un moment, il faut quand même aussi dire 80%, 90% de ce qu'on fait est délivré en temps, en heure et on budget. Et ça, c'est pareil, les DSI sont pas très bons en communication de la valeur qu'ils créent. Mais là, typiquement, dans l'exemple que je prends, c'est le support qui est en charge de faire ça. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une capacité de développement, par exemple, aussi, qui leur est propre. C'est-à-dire qu'ils ont un budget pour faire ces améliorations. Là, c'est pas le support qui détecte, qui demande, Mhm. qui met ça dans le portefeuille projet global des autres trucs de l'informatique, ce qui fait que c'est jamais fait, en fait. Donc, c'était jamais priorisé. Et c'est pour ça qu'ils en sont arrivés à se dire, bah, on va donner un budget à la fonction support pour qu'elle fasse les petites améliorations qu'elle constate. Tu vois, la prod de cette boîte-là a des projets de développement d'outils, enfin de choses pour automatiser leur production, des choses comme ça. C'est pas des trucs où on va au département études, parce qu'avant ils étaient structurés comme ça, tu as la prod d'un côté, les études de l'autre, tout ce qui était études, développement ou quoi que ce soit, ça passait de la prod vers les études, qui bien sûr elle avait déjà tous les projets métiers à traiter et qui traitaient jamais ces besoins-là. Alors que je te parlais de l'utilisateur de tous les jours, bah, lui, il n'avait pas de satisfaction en fait, il voyait pas vraiment ce qui passait, il voyait pas de choses bouger, parce que ça faisait longtemps qu'il avait demandé d'avoir ce truc-là, il l'avait jamais. Et je trouve que c'est une organisation qui a plutôt du sens, enfin, tu vois, de redonner une capacité de faire les petites améliorations au niveau des gens qui le constatent. Euh, et c'est important. Et, tu vois, et dans cette entreprise, toujours, ils ont mis l'accompagnement au changement aussi dans cette fonction support. Elle n'est pas dans les projets, c'est-à-dire que ça oblige d'aller voir le support dès le départ. Comme ça permet au support de savoir qu'il y a des choses qui vont venir sur le terrain et donc ils vont avoir assuré le support. Tu vois, c'est des trucs bêtes, enfin qui peuvent paraître bêtes, hein, mais qui sont simples, qui sont pas, ça ne demande pas d'avoir un QI d'Elon Musk, Mhm. mais tu fais des trucs qui sont utiles pour les gens, enfin, et qui redonnent confiance en l'informatique aux utilisateurs. Parce que quand tu fais une enquête de satisfaction, bah, tu vois, la fille de RH qui maintenant est autonome, qui n'a pas besoin de dépendre de quelqu'un, elle dit ah, c'est super. Donc là, tu as dit deux choses. Tu as dit, enfin, si j'essaye de toujours un peu comprendre pour être sûr enfin, de synthétiser pour être sûr d'avoir compris, yes, tu dis plein de choses. Le premier, c'est, en fait, tu as des gens qui sont sur le terrain et en fait, il faut les former, leur donner le pouvoir de modifier les choses, etc. Parce que c'est eux qui sont le plus proches des clients, des utilisateurs finaux. Et donc, du coup, là, quand même, ils ont une emprise sur la réalité qui est là. Et donc, Ça raccourcit le temps de réalisation des, bien sûr. des choses. Et le nombre d'interlocuteurs nécessaires ou de processus un peu à la normalement qui sont là, mais en fait qui apportent pas forcément beaucoup de valeur. Et le Voir ton second nombre de truc, tu tickets. dis, ouais, voir ton nombre de tickets, bien sûr, hein. Et le second truc, c'est en fait marketing de la DSI. Si vous foutez tout ce qui se passe bien ou toutes les améliorations que vous faites en continu dans le ticketing et que le ticketing c'est illisible pour le métier à la direction générale, vous tirez une balle dans le pied. Si le Exactement. portefeuille projet, c'est ça que les gens regardent, à un moment donné, il va falloir que le mettre dans le portefeuille. C'est ça que tu dis. Bah oui, bah oui. Ok. Ouais, non, mais je synthétise pour être sûr d'avoir compris. Non, mais c'est ce que je dis. Alors moi, je parle beaucoup, donc forcément, c'est pas hyper synthétique. Et non, non, mais j'essaie de bien mettre le point sur le truc. Et tu vois, on sent que tu as quand même ce souci, tu le dis plein de fois de plein de manières différentes, de dire sortez de vos relations pair à pair ou N-1 ou machin, allez voir la personne finale qui teste le truc, quoi. Toi, tu Mm. as vu qu'il y avait des gens qui, même s'ils sont de bonne volonté, etc., restent trop loin de la réalité parce qu'ils vont pas voir comment les gens. C'est un Bah oui, constat que tu as fait, hein. bah C'est oui. ça. Bah oui, c'est ce qu'on reproche beaucoup au DSI, c'est de pas être orienté business, mais bah, tu vois, autant je vois des parcours du futur DAF ou du futur DG d'une boîte où le mec va dans tous les services, va diriger une usine, fait des choses comme ça, puis après il devient DG.
Le DSI, c'est assez rare qu'il soit allé faire du commerce, de la prod ou des choses comme ça dans son entreprise. Et donc, il ne sait pas trop de quoi ça parle vraiment. Enfin, il le fait par indirection. Les gens qui lui racontent comment ça se passe, mais le voir avec ses yeux, enfin, moi, Il le vit j'aime bien pas. aller voir. Moi, j'aime bien aller voir sur le terrain comment fonctionnent les gens, parce que c'est souvent édifiant. Enfin, ou de faire de la double écoute si tu as des centres d'appel Ouais, clients ou d'écouter, même ouais. support, d'aller te mettre en double écoute. C'est T'apprends, ouais. hallucinant. Enfin, des fois, ah oui, et t'apprends beaucoup, et surtout, ça te donne le pouls de ton SI, en vrai. Est-ce que tu vois, t'as aussi connu la vague tu sais, de l'agilité, remise en question du projet, blablabla, machin. Je sais que que, que, que toi, t'es pas un ayatollah là-dessus, tu as pris ce que tu avais à apprendre et t'as gardé. Tu m'as dit même sur la partie save, donc la partie trimestrielle, tu l'as gardée, mais tu l'as un peu mal axée. Là, tu parlais des sprints. Je sais aussi que t'as gardé la clé de lecture produit. On Oui, fait des améliorations sur ces produits, etc. Est-ce que tu peux nous oui. en parler un tout petit peu sur ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de non-compréhension, beaucoup de questions là-dessus, où tout ce que ça touche à un produit, ah ben on le met dans le ticketing, on le met pas on le met pas dans le portefeuille parce que c'est l'amélioration continue. C'est quasiment pas du build. Je sais que je grossis le trait, mais Non, toi, non, tu as gardé quoi dans la c'est partie vrai, mais produit? enfin, faut partir du haut. C'est-à-dire qu'une entreprise, les applications dont elle dispose enfin, sont là pour des fonctions et des processus. La fonction achat, dans la fonction achat, tu as un certain nombre de trucs en dessous. Pareil sur la fonction RH, fonction finance, commerce et ainsi de suite. Donc, tu as des applications qui répondent à des besoins qui correspondent à ça. Donc, pour moi, le mapping même du support de l'entreprise d'un point de vue SI, il doit correspondre à ça. Alors que souvent, c'est structuré par couche, tu vois, infra, middleware et front. Quoi. Sauf que l'utilisateur, Ouais, enfin, tu vois, ça marche pas, c'est qu'est-ce qui marche. Lui, il n'en sait rien. Et ce qu'il sait, c'est qu'il a une erreur 404 quand il veut accéder au truc. C'est ce qu'il va te dire. Et souvent, enfin, tu vois, le monitoring, la supervision n'est pas fait sur tous les composants qui correspondent à cette fonction. Je vais prendre gestion des réclamations. Tout ce qui correspond à la gestion des réclamations dans l'entreprise, c'est quels sont tous les composants du SI qui servent ce service-là, et est-ce que ce service fonctionne. Est-ce que et fonctionner, c'est pas juste, tu vois, le Tomcat est disponible et il a l'air vert. C'est est-ce qu'il y a des requêtes qui passent, qui sortent, est-ce que la base de données, on voit une activité, enfin, réellement. Et ça, bah, j'ai pas encore vu beaucoup de DSI, enfin, qui mettent des vrais automates, tu vois, comme on fait les tests utilisateurs, pour déjà de l'extérieur savoir si toute la fonction passe sur les fonctions critiques de la boîte. Pas forcément tout, toujours pareil, hein, avec 20% de trucs, tu vas gérer 80% des fonctions critiques d'une boîte. Et ça, pour moi, ça mérite d'avoir une vision qui est celle de l'utilisateur. Donc, de dire l'application, elle fonctionne ou pas. Voilà, et je le détecte a priori au moins en même temps que l'utilisateur, voire même un petit peu avant. Et donc, je peux, quand la personne appelle ou log son ticket, lui dire, on le sait. 90% des cas, la DSI apprend par l'utilisateur que le truc ne fonctionne pas. Mais parce qu'on n'a pas fait cet effort de s'aligner sur les fonctions de l'entreprise et le SI qui sert cette fonction et de dire qu'est-ce qui fait que cette fonction est servie réellement ou pas. Et tu as des outils, je vais ok. prendre un Dynatrace par exemple, sont des outils un peu chers, mais qui te permettent de faire cette composition et de dire c'est actif, c'est pas actif au sens business du truc. Et le temps de réponse perçu par l'utilisateur, tu le connais aussi. Parce que le nombre de fois où tu te dis, oh ben non, ça marche bien, ça répond bien, et puis tu as le mec, il attend 10 secondes derrière son écran. Ben, il y a quand même un problème quelque part. Donc si tu sais que ça met 10 Pas, secondes, pas, pas aussi bien. Pas aussi bien que ça finalement. Ouais. Et donc du coup, la partie produit, toi, quand tu dis que tu regardes, donc tu te dis, bah non, les gars, on parle pas de middle, machin, de front, on parle de processus métier de bout en bout, quoi. je suis métier de bout en bout. Souvent, voilà, souvent ils sont portés par
un ou des solutions SaaS ou enfin, dans tous des solutions, des produits, on va dire, Un des fois ensemble de interconnectés, composants. mais des fois voilà, Mmh. ouais, de tu parles des composants et donc du coup, toi, tu vas en dehors du côté, test user ou test du processus de bout en bout, toi, quand tu vas communiquer ou tu vas structurer aussi, ton build et la façon de communiquer autour de ces composants parce que les Bah composants, oui. ça parle en interne, c'est ça? Bah, OK. je vais parler au métier de ce qui l'intéresse, c'est-à-dire de lui dire ton application de traitement des réclamations, ta fonction de traitement des réclamations, elle a été disponible à 99% au mois de janvier. Ou à 95% parce qu'il y a eu tel incident, pour telle raison, et on a corrigé ça pour que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est aussi souvent le Et problème entre les incidents et les problèmes. Enfin, tu vois, c'est tout le monde dit incident problème, c'est la même chose. Non, un problème, c'est un incident qui se répète. Donc un incident qui se répète doit devenir un problème et tu dois le traiter. Et le suivi de ces OK. problèmes, il est pas souvent très bien fait, même si les gens disent utile, machin, tout ça. En vrai, non. Et alors, tu parles d'incidents, et cetera, mais tu parles aussi, du coup, de com dans cette partie, composants, et cetera, de ce que tu as fait en amélioration, en projet, en ce que tu veux, en Mmh, feature. Tu parles, mmh, parce que là, on parle de ce qui se passe pas, mais aussi tu peux lui venir le voir en disant: tout à «Beh, fait. le dernier trimestre, on a fait tout ça sur ce composant comme on avait dit qu'on allait le faire». Faut communiquer sur les trains qui arrivent à l'heure. Tout en Et n'oubliant pas qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés en retard et il faut aussi parler de ceux qui arrivent en retard. Mais ceux-là, en général, oui, tout le monde en parle. oui. Ceux-là, en fait, tu as pas besoin de lancer la conversation. Tu es invité dans la conversation, mais c'est pas toi Ils qui as sont besoin de connus. la lancer, Bah, le quoi. le Paris Ils sont connus. Clermont-Ferrand, tout le monde le connaît. Et, et du coup, là, donc, si on revient un peu plus sur toi, voilà, Didier Fleury, tu passes de manager transition un peu à plus la partie conseil. Donc, dans cette partie-là, j'imagine que tu vas prendre encore plus de recul sur ton métier et essayer de faire former, enfin, former des gens, passer ce que tu as appris à des gens là, etc. Quand alors j'ai l'impression que c'est un peu récent ce changement-là, mais est-ce que déjà avec les gens avec qui tu travailles sur ce mode-là ou autre, tu vois une nouvelle génération de futurs DSI ou de DSI qui prennent les choses différemment il y a 10 ans, il y a 15 ans par rapport à ça? Est-ce que tu constates, toi, sur le terrain, une meilleure compréhension de comment être vraiment business partner? Parce que moi, ce que je dis toujours, parce que ça me gonfle un peu, c'est quand tu lis les articles, ça fait 20 ans que tous les DSI sont business partners en France, tu vois, chez Oui. Online, et cetera. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière ou autre. Toi, c'est quoi ton regard là-dessus par rapport à la nouvelle génération? Ou s'il y a une nouvelle génération, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Bah, alors ça va peut-être te paraître bizarre, mais je vois des gens qui ont 25-30 ans qui sont plus comme ça. Alors, ils sont plus rares en volume, dans l'absolu, si on regarde cette génération, mais ceux qui sont bons sont très bons. Enfin, ils sont très cérébrés, business, résultats, et moins technophiles, je vais dire comme ça. OK. Il y a une génération qui est pas perdue, mais en tout cas qui a du mal, c'est plus de 50, voire même 60, ouais, qui sont un peu en fin de carrière et qui essayent de tenir jusqu'au bout. Je- donc ils sont plutôt défensifs, hein, ouais. Et après, non, il y a un peu de tout parce que c'est toujours pareil, hein, c'est un peu comme les experts IA, faut écouter un peu ce qu'ils racontent au-delà des mots. Faut s'intéresser un peu à ce que c'est, mais tu vois bien qu'il y a des charlatans. Et les DSI, c'est un peu aussi ça. Enfin, moi, j'en connais pas mal où quand ils sont sur une estrade, ils te racontent un truc. Quand tu les attrapes dans le bar du TGV et que tu discutes avec eux, ils t'expliquent un peu plus leur réalité. Elle est beaucoup moins belle que ce qu'ils ont raconté sur l'estrade. Donc, OK. Donc, voilà, c'est toujours on a quand même difficile un de peu jouer. d'espoir, Didier, ou pas? Ah oui, moi j'ai Est-ce qu'on a de beaucoup l'espoir? d'espoir en général. J'ai beaucoup d'espoir en général. Non, mais là, on a passé notre temps à critiquer négativement plein de On critique choses. non, on critique pas, on critique Mais pas, on critique pas. On essaye non, de mais j'ai dit, comprendre on les essaye de les points. comprendre et quels sont les leviers, mais les leviers, pour moi, ils Ouais, restent mêmes. C'est quand même du pragmatisme. Il faut arrêter de se prendre pour quelqu'un d'autre et de se cacher derrière, je sais pas quoi, derrière son petit doigt, souvent. Ça, c'est quand même important. Donc, pragmatique et puis un peu de courage. C'est-à-dire de pas avoir peur de dire aux gens, bah non, là, on va changer, le rythme, ça va pas, c'est pas conforme à l'entreprise.
vous arrêtez de me bassiner avec vos t-shirts sizing, vos machins, vos estimations. À la fin, ça se termine avec des jours, et je crois que vous êtes tous payés en euros. Donc, et à un moment, on réaligne tout ça et on parle des projets aussi en euros, c'est-à-dire combien ça coûte. Toi, tu as une putain de fonction là qui a coûté 20 jours à 750 balles. Est-ce que tu penses que ça valait 15 000 balles ce que tu as fait pour le business? Ah non. Bon, bah, tu vois, on aurait peut-être mieux fait de pas la faire. Et donc, c'est ramener du bon sens, hein, un peu paysan peut-être. Mais en tout cas, on fait pas des choses pour se faire plaisir. Ça coûte de l'argent parce que c'est du temps. Et pour ça que je parle du temps, parce que ça, c'est pas valorisé. C'est assez facilement valorisable en euros, mais tout le monde n'a pas la même valeur à l'heure. Donc, c'est difficile. Donc, l'heure, ça reste le temps, c'est le même pour tout le monde. Et comme je te le disais, ça peut être la conclusion. C'est le bien le plus précieux qu'on a sur Terre, en fait. C'est pas les euros, c'est le temps. Ouais, mais c'est super intéressant parce que sur cette conclusion-là, du coup, on a, je pense, encore la majorité des projets, évolutions, ce que tu veux, qui, quand ils sont présentés, discutés, etc., la dimension temporelle de combien de temps ça nous prend pour le faire, quand c'est pas de la presta externe, le COMEX regarde même pas ou ne pose pas même pas la question. Ah, enfin, moi, j'avais des temps de gens internes aussi, enfin, des coûts de gens internes, hein. Enfin, c'est exprimé. Ah non, mais toi, c'est ce que tu as Un vu et coût. ce que tu fais. Moi, je dis juste dans la majorité de tous les des DSI que je connais, que j'ai vus, etc., en Comex, en top management, etc., ça reste encore peu répandu. Dans mon expérience à moi, dans ma Ouais, lecture de ce qui bah, se passe aujourd'hui. c'est quand même important parce C'est que je un crois des points. que tu en vois beaucoup. Ouais, ouais, non, mais Peut-être c'est pour ça, c'est peut-être ouf, plus parce que ce que vu. tu dis, qui est le point clé, et que je suis d'accord avec toi, et ben en fait, tu parles de levier, et ben je pense si on reprend sur ce truc-là, c'est tant qu'on valorisera pas le temps, parce que tu dis que c'est la donnée la plus précieuse, j'ai l'impression que la discussion, elle sera pas au bon niveau avec les interlocuteurs, parce qu'on parlera d'autres choses, quoi. Ouais, mais faut être, enfin, tu vois, faut délivrer à temps. Enfin, les clients, ils attendent pas. Enfin, il y a plein de gens qui zappent, quoi, hein. Enfin, si t'es pas dans les délais, si t'es pas dans le temps, et une DSI, elle a un peu une clientèle captive, mais à un moment donné, ça les fatigue aussi, hein, tes clients internes, de payer pour un truc où ils voient pas la valeur, ils la comprennent pas. Déjà parce que tu leur exprimes pas, parce que très souvent, comme on l'a dit, tu parles pas des trains qui sont arrivés à l'heure, ce qu'ils ont apporté. Parce que c'est moins emblématique, tu vois, c'est moins visible, parce que c'est Jeannette au fond à droite à qui tu as amélioré la vie. Euh, mais, euh, mais pourtant, Jeannette, elle a de la valeur aussi. Parce que peut-être elle parle à des clients et son temps est précieux aussi. C'est pour ça que valoriser le temps, on peut, mais on va se dire, ouais, mais elle coûte 10 euros à l'heure, on s'en fout par rapport à un mec qui te coûte 100 balles à l'heure. Donc c'est important aussi de rendre le temps cher, parce que ça va permettre de devenir un peu plus frugal. Et en deuxième conclusion, la frugalité, ça rend toujours plus intelligent. T'as qu'à regarder Ça nos rend toujours plus amis intelligent. t'as qu'à regarder nos amis du gouvernement avec leur budget, ils cherchent pas à être frugaux, eux ils cherchent à augmenter les impôts. Et à un moment, on va falloir dire que c'est Bah, fini, quoi. ouais, bon, on va pas transformer ce podcast en truc politique, sinon ça va partir en Non. cacahuète et ça va être pas mal. Non. Mais on peut en Ouais, faire un merci Didier, là-dessus aussi. on pourra faire, bah, peut-être qu'on pourrait faire des hors-séries qui partent en cacahuète sur la politique, ce serait génial. Moi, Ça, je ça serait kifferais, mais marrant. bon, je vais perdre des clients. Ça serait marrant. Ouais. Merci Didier pour ton temps, c'était super Non, intéressant. Franchement, merci alors, pour ton temps qui était précieux du coup. Merci pour ta 1 heure et demie avec nous. c'est du temps que j'ai Si les donné, donc gens sont... Ouais, c'est gentil. Est-ce que franchement, c'est top et merci encore de participer à tout ça parce que bah voilà, c'est du gratuit et et c'est sympathique. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent te contacter, ils ah, peuvent mais te suivre sur LinkedIn, ils c'est peuvent libre, te... hein. N'hésitez pas à me Ok, suivre sur LinkedIn et à ouais. m'interpeller. En général, je Et les posts sont réponds sympas. et j'essaye de Ouais, faire les des posts sont posts sympas, sympas, c'est mais cool. vous pouvez dire aussi que quand c'est de la merde, il n'y a pas de sujet. Oui, Didier est pas très. Tu peux dire les choses, ça va. Non, mais ça peut m'arriver. Bah, écoutez, merci. Ah, bah, à tout le monde. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Franchement, n'hésitez pas à contacter Didier. C'est un puissant fond de Rex et il a vécu plein de trucs, donc c'est assez cool. Je suis sûr
des milliards de choses encore à échanger avec lui. N'hésitez pas à le suivre et bien sûr, toujours pareil, si vous avez aimé l'épisode, notez-le sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ça aide. Merci à tous.